Jean-Marie Vianney Rulangwa est une figure emblématique dans le paysage artistique et littéraire rwandais. Dramaturge et écrivain engagé, il a su, au travers de ses œuvres, aborder des thématiques profondes liées à l'histoire tragique du Rwanda ainsi qu'à d'autres événements marquants du continent africain. Ses pièces de théâtre, telles que La traversée du désert et de Harlem à Accra, ont laissé une empreinte indélébile dans les milieux scolaires et au-delà, éveillant les consciences sur des sujets aussi sensibles que la réconciliation nationale. Nous explorons l'approche unique du théâtre comme outil de mémoire, de justice et de guérison, ainsi que son rôle crucial dans le processus de réconciliation contre les idéologies néfastes, en particulier parmi les jeunes générations. Bonjour Jean-Marie Vianney Rulangwa. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. À ceux qui hésitent sur votre personne, qui êtes-vous brièvement? Bon, voilà, je m'appelle Jean-Marie Vianney Rulangwa, comme vous l'avez dit. Je suis rwandais, canadien aussi. Donc on dit canadien d'origine rwandaise ou rwando-canadien. Oui. Pour ne pas perdre l'identité. Ouais, exactement. Oui. Et donc je suis écrivain, dramaturge. Oui. Et essayiste et poète, depuis pratiquement 36 ans. Voilà, je suis, comme métier, je suis traducteur pour un organisme canadien qui s'appelle Archipel Research and Consulting Inc. Je m'occupe du service de traduction en 4 langues, donc français, italien, anglais, espagnol. Et voilà, je fais du théâtre comme hobby, donc je fais du théâtre, j'écris des livres, des romans, des essais, des poésies, etc. Voilà en gros ce que je fais. Oui, donc Rulangwa a 2 nationalités. Oui. Et il y a 36 ans que vous aviez déjà commencé ce métier. Oui. C'était au Rwanda ou au Canada? Non, j'ai commencé au Burundi où j'étais réfugié parce que je suis né au Rwanda. Mais à l'âge de 2 ans, je me suis réfugié au Burundi avec mes parents. Donc quand vraiment j'ai pris conscience de ce que j'étais au Burundi. Donc j'ai commencé à écrire au Burundi. Quand j'étais professeur de français dans des lycées, j'écrivais des pièces de théâtre que je faisais jouer par mes élèves. Et ces pièces étaient souvent empruntées par mes collègues d'autres lycées et ils les faisaient jouer. Et j'apprends que même aujourd'hui, on fait jouer toujours mes pièces de théâtre. Oui, quelle était l'inspiration derrière, justement? Alors, l'inspiration de mes pièces, évidemment, c'était notre histoire mouvementée. Comme réfugié, évidemment, le thème le plus récurrent, c'était l'exil. Donc, j'ai parlé beaucoup de l'exil dans mes pièces, dans mes poèmes, mais aussi donc, les conditions précaires dans lesquelles les réfugiés rwandais un peu partout dans le monde vivaient, mais aussi le désir ardent de retourner au pays de leurs aïeux. Oui. Donc, et puis la réconciliation nationale, parce que l'exil a été causé par la déchirure du tissu social rwandais, déchirure qui fut opérée par les tenants de l'idéologie raciste, donc l'idéologie du Parmehutu, et qui a occasionné des pogroms, et lesquels furent suivis évidemment de l'exil massif dans les pays limitrophes, l'exil des Tutsis dans les pays limitrophes. Donc, je parlais de l'exil dans mes pièces, je parlais du désir ardent de retourner au pays natal, mais aussi je parlais de la réconciliation et l'unité nationale de mon peuple. Bon, c'est une sorte d'évaluation qu'il faut faire maintenant, après 36 ans de vos œuvres. Quel est le rôle aujourd'hui, le rôle non seulement dans cette orientation de la réconciliation, le rôle en général de vos œuvres? Bon, je suis, comme vous l'avez dit, je suis un écrivain engagé, donc mathématiques et sociopolitique. Donc j'ai traité des problèmes de l'exil, du génocide, de l'unité, de la réconciliation. Et maintenant, le gros de notre travail, le but de notre travail à travers la littérature théâtrale, c'est plutôt la lutte contre l'idéologie génocidaire qui a des recrudescences un peu partout dans le monde. Voilà, donc mon combat, c'est ça, c'est à travers mon théâtre, à travers mes livres. Dernièrement, j'ai écrit un livre que j'ai dédié à la jeunesse, donc le génocide perpétré
contre les Tutsis du Rwanda expliquée à ses enfants. C'est une œuvre qui m'a été demandée par les jeunes au cours du café littéraire de 2019. Et là, donc, ils m'ont demandé d'écrire un livre qui lui expliquerait de façon très simple le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Et là, je l'ai écrit, je l'ai fini, je l'ai présenté au Rwanda Basic Education Board, qui l'a évalué, qui l'a apprécié et qui l'a recommandé pour être mis à la disposition des écoles secondaires. Et là, maintenant, j'ai l'intention de traduire ce livre dans d'autres langues, en d'autres langues européennes surtout, pour que... La langue originale du livre, c'est français-anglais. C'est français-anglais, mais il a été traduit en espagnol et publié par une université mexicaine à l'intention de ses étudiants. Et là, je suis en train de le traduire aussi dans d'autres langues européennes comme l'allemand, le néerlandais, l'italien, pour qu'il soit mis à la disposition de nos diasporas, de nos jeunes de la diaspora. Voilà. Deux pièces de théâtre qui ont marqué les milieux scolaires, c'est entre autres La traversée du désert et Dorema Akran. Et d'autres, il y en a d'autres titres. Il y a Essuie tes larmes et tiens-toi debout, qui est en fait centré sur le génocide des Tutsis du Rwanda et qui exprime aussi la résilience du peuple rwandais. Parce que, comme j'aime le dire, le Rwanda est comme... le phénix de la légende. Le phénix de la légende, cet oiseau mythologique qui s'oublie et puis qui renaît de ses cendres. Donc le Rwanda est vraiment, je pourrais dire même au propre comme au figuré, est renaît de ses cendres. Donc ça, c'est la résilience de notre peuple et j'en parle. Voilà, Essuie tes larmes et tiens-toi debout. C'est une pièce que je suis en train que j'ai fait jouer depuis 2002, date de sa création. On l'a joué un peu partout dans le monde, en Égypte, en Ouganda, aux États-Unis, au Canada, en Pologne, en Belgique, au Rwanda évidemment. Et j'ai l'intention évidemment de la faire jouer partout en Europe selon mes possibilités. Avec quel livre qui a commencé parmi tes pièces de théâtre? Oui. Quel est le premier titre de votre pièce de théâtre? Alors ça, c'était La Voix du Vautour. La Voix du Vautour. C'était quand? C'était en 87. J'étais professeur au lycée de Rutovu, au Burundi. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, en fait, La Voix du Vautour, qui était une pièce qui montrait la déchirure, justement, du tissu social du peuple rwandais, qui a occasionné qui est à l'origine de l'exil. Et puis là, dans ces pièces, je parle de la réconciliation des enfants du Rwanda, des enfants qui étaient exilés, et des enfants qui étaient restés dans plusieurs pays de la région, et puis qui retrouvent, après tant d'années, leurs compatriotes, et puis qui se coalisent pour construire un Rwanda nouveau où personne ne serait discriminé, où personne ne serait victime de son ethnicité, etc. Voilà. Et La traversée du désert, brièvement, quel est le contenu? La traversée du désert, évidemment, c'était une pièce aussi qui parlait de l'exil, parce que la trame, ce sont des enfants jumeaux qui ont été laissés par leur mère pendant la fuite en 1959, et puis ils se retrouvent être mari et femme. Donc ça, c'est les conséquences de l'exil. Mais il y a tant de thèmes. Il y a aussi justement la guerre, il y a la discrimination, il y a mais aussi la réconciliation et le retour au pays natal. Donc ce sont les thèmes vraiment principaux que je développais à travers cette pièce qui a marqué beaucoup les esprits, surtout la diaspora rwandaise, parce qu'elle a été jouée non seulement au Burundi, mais aussi au Congo. Et donc au Zaïre, l'ex-Zaïre. Et je l'ai traduite en italien, je l'ai fait jouer à Rome, sous le titre de la Traversata del Deserto. Donc je l'ai fait jouer en italien à Rome. Donc, en quelle année vous l'avez publié? Je l'ai écrite en 90, La Traversée du désert. Après la censure des Enfants du Soleil et de La Voix du Vautour. J'ai écrit une pièce, La Traversée du désert, et je l'ai placé. Je me rappelle qu'à ce moment-là, on me disait il ne faut jamais utiliser des noms rwandais parce que ça risque de créer des problèmes. Et là, j'ai recouru à un procédé qu'on appelle la transposition. Donc, au lieu que mes personnages, par exemple, portent des noms rwandais, portaient des noms ouest-africains, et quand ils fuyaient, c'était plutôt... Ils fuyaient la Guinée pour
pour le Sénégal. Oui. Donc là, c'était la transformation. C'est comme si fouiller le Rwanda pour le Burundi ou pour l'Ouganda. Et là, les gens fouillaient pour quitter la Guinée pour le Sénégal. Mais ceux qui étaient les spectateurs comprenaient bien ce que je voulais dire. Bon, à un certain moment, vous êtes revenu au pays. Absolument. Est-ce que vous avez eu l'intention d'améliorer justement votre pièce de théâtre pour utiliser le nom rwandais afin d'échapper à la censure que vous avez connue au Burundi? Non, ici, je n'ai pas encouru à la censure. Peut-être nos fils que changer les noms, en fait, pour oui, parce que j'ai réécrit avec les noms justement originaux. Parce que la traversée du désert, quand je l'ai présentée, quand je l'ai écrite, c'était d'abord avec des noms rwandais. Mais pour éviter la censure, évidemment, j'ai dû utiliser des noms ouest-africains. Alors quand je suis arrivé au Rwanda, évidemment, je suis retourné aux noms originaux. Donc maintenant, la traversée du désert a des noms comme Morera, comme Murangira, comme Cézissonné, etc. D'accord. Voilà. Alors, brièvement, pour ne pas parcourir toutes les pièces de théâtre que vous avez produites, quel est brièvement le contenu de Arema Accra? Arema Accra, c'était une pièce justement qui sensibilisait les jeunes pour participer au conflit, au combat de libération du Rwanda. Donc c'était, je me suis imaginé des Noirs américains qui étaient discriminés à Harlem. Alors, ils trouvent que leur salut se trouve à Accra. Au Ghana, c'est la capitale du Ghana, oui. Donc, comme il y a eu un mouvement de retour rêvé par Marcus Garvey dans un Comeback Africa, il y a des Noirs américains qui, lassés du racisme dont ils étaient victimes, sont rentrés en Afrique. Et alors, j'ai fait un parallèle, je me suis imaginé justement des gens, c'est comme je voulais parler des Rwandais qui étaient discriminés. En fait, Harlem, c'était l'exil, dans tous les pays de l'exil, et puis Accra, c'était le Rwanda. Oui. Donc là, c'est une pièce qui sensibilisait, qui réveillait en fait la conscience, qui mobilisait beaucoup les jeunes surtout, pour qu'ils participent au Front pour la libération, donc au FPR, quoi, si vous voulez dire. Pour qu'ils puissent rentrer chez eux, voilà, au Rwanda. Rentrer au Rwanda, qui était Accra pour moi, dans la pièce. Voilà. À voir le contenu de ces pièces de théâtre, quelle est la ressemblance? La ressemblance au niveau du contenu. Au niveau du contenu, c'est l'histoire du Rwanda. Oui. Donc c'est le thème. Comme j'ai dit, le Rwanda, c'est la source d'inspiration, ma source principale d'inspiration. Je me réfère, je m'inspire de l'histoire du Rwanda. Une histoire exilique, mais l'histoire aussi du combat pour la libération, mais l'histoire aussi pour l'unité et la réconciliation. Donc ce sont les thèmes qui reviennent, mais que je traite évidemment de différentes façons, mais en général, mes pièces sont des pièces engagées. Donc c'est parce que moi, mon désir, c'est de retrouver un Rwanda uni, un Rwanda prospère, un Rwanda où, comme je le disais, tout le monde se sentirait chez soi. Oui. Donc où on ne serait plus victime de ce qu'on n'a pas choisi d'être. Je veux dire de son appartenance ethnique, entre guillemets. Ouais. Voilà. Bon, c'est une question générale de savoir le rôle des œuvres littéraires pour parvenir à restaurer l'unité nationale. Mais bien entendu, c'est comme tout là, les artistes, donc que ce soit la chanson, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, que ce soit le théâtre engagé, on s'adresse aux consciences, on s'adresse aux gens. Donc on montre le mal pour qu'on puisse le bannir. Donc, oui, vous savez, on corrige la société. Vous savez, c'est ce que Molière disait, donc, castigati ridendo mores, donc c'est la comédie. On joue. Regardez par exemple Papa Sava, le théâtre, là, le film là, comique. Bon, ça parle des choses de la vie. On en rigole, on en rit, mais ça éduque aussi. Donc, mes œuvres, comme celles de mes compatriotes écrivains, donc c'est pour édifier la société, pour édifier un Rwanda nouveau. Et je pense que ça a leur rôle, quoi. Donc ça a leur place. Ouais. Oui, malgré vos efforts, vous remarquez en constante qu'il y a encore aussi ces idéologies génocidaires dans la région, des messages de haine. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de cette persistance, justement? Mais bien entendu, parce que ceux qui ont fait le génocide, ceux qui ont comment dire, les artisans de cette idéologie raciste qui a créé le génocide et les exils et des pogroms, il y en a encore, ou bien ce sont leurs enfants qui ont été éduqués dans cette haine de l'autre.
Et ils sont partout, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, et que ce soit en Afrique aussi. Mais le problème, c'est que maintenant, ils s'y ajoutent des étrangers, parce que quand on regarde maintenant, les grands négationnistes ou les grands révisionnistes sont des étrangers qui écrivent des livres et qui ont les moyens justement d'écrire, de publier leurs écrits ou des plateformes sur les chaînes de télévision où ils peuvent justement diffuser ces idées négationnistes. Donc, il y en a encore, c'est pourquoi nous aussi, tous les écrivains, les artistes engagés, soucieux de l'avenir meilleur de leur pays, continue, c'est un combat qui continue parce que les négationnistes ou les révisionnistes, ils font passer leurs idées à travers des écrits. Oui, alors c'est à travers les écrits que nous-mêmes, nous pourrions faire passer nos idées qui contredisent, qui combattent ces idées génocidaires. Oui. Voilà. Bon, parmi vos œuvres, laquelle vous pensez vraiment donc l'œuvre qui aurait eu beaucoup d'impact par rapport aux autres? Bon, je pense que dans cette optique-là de lutter contre les idéologies génocidaires ou racistes, c'est plutôt... c'est ça, là, c'est cette pièce, C'était là, mais tiens-toi debout. Parce que c'est une pièce qui raconte l'histoire contemporaine du Rwanda de façon artistique et en très peu de temps, et tous les thèmes sont développés là. Mais aussi, il y a cette œuvre-là, le génocide expliqué, perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants, parce que moi je travaille pour la transmission intergénérationnelle de la mémoire. C'est-à-dire ce sont ces enfants, parce que ce sont eux qui sont les porte-flambeaux de demain, ce sont eux qui doivent savoir, qui doivent apprendre comment on en est arrivé là. Et là, il faut justement parler de l'idéologie, comment elle est née, l'idéologie raciste, les écrits des missionnaires, des explorateurs, des colonisateurs, qui ont été relayés par les premières élites rwandaises du parti Parmehutu. Et le résultat, ce sont ces pogroms, et ces exils, et le comble, justement, c'est le génocide. Donc, ça, on explique, parce on s'instruit, parce que j'ai lu, j'ai fait des recherches, donc j'ai écrit un livre vraiment qui explique aux gens, que ce soit pas seulement aux jeunes, mais aussi à leurs parents et à leurs professeurs, un outil qui peut leur servir de comprendre ce qui s'est passé pour que justement ça ne se répète plus, parce que quand on se rappelle le passé, celui qui oublie le passé est condamné à le répéter. Donc il faut toujours rappeler ce qui s'est passé pour que les gens le sachent et pour qu'ils fassent tout pour que ça ne se produise plus. Ça, c'est notre objectif à travers la littérature. Oui, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est là même la voie que les détenteurs justement de cette idéologie passent pour donner des messages. Oui. Et comment comptez-vous justement à moderniser votre travail pour que aussi vous parveniez aussi à détruire justement cette idéologie? Bon, évidemment, quand on écrit, c'est pas vraiment un remède magique. On ne peut pas dire la traversée du désert, plutôt Sutelam Tiens-toi debout, va détruire ce qui a été écrit par Onana ou par Michael Rong ou par Yudi Rival. Non. Mais le public va lire exactement un autre discours. C'est ça. Donc, on combat, on ne va pas se donner des coups de poing. Donc, ils combattent, comment dire, ils diffusent ces idéologies à travers la littérature. C'est à travers la littérature que nous aussi, nous devons combattre. Donc, alors, ils utilisent les médias sociaux, et oui, évidemment, il y a beaucoup de Rwandais aussi qui les utilisent pour contrer, pour contredire ce qui a été écrit de négatif, de génocidaire, de raciste dans ces médias. Donc, on utilise les mêmes armes, si vous voulez. Ils utilisent les livres, vous écrivez des livres aussi. Ils utilisent les médias sociaux, vous utilisez les médias sociaux aussi. Voilà. Oui, oui, avoir le contenu de vos œuvres, c'est par rapport à la réconciliation. Oui. Donc, mais la réconciliation qui devrait aller avec aussi la justice. Mais absolument. Absolument. Oui. Ça c'est primordial et ça, c'est l'État qui s'en charge. Donc, nous dénonçons à travers nos écrits l'idéologie qui a fait ses ravages. Et puis, évidemment, la justice se charge de ces gens qui ont perpétré ces pogroms, ce génocide, etc.
Évidemment, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Voilà. Nous revenons sur un point qu'on a parlé en passant sur les difficultés de pouvoir produire toutes ces œuvres en tant que réfugié au Burundi, avec tant de censure. Comment vous parveniez justement à faire de telles productions malgré ces censures? Bon, alors, quand j'ai voulu représenter La Voix du Vautour et Les Enfants du Soleil à Bujumbura, c'était en 89, l'ambassade du Rwanda à l'époque, donc l'ambassade du régime de l'époque, a demandé au ministère de la Culture, au ministère burundais de la Culture, d'interdire non seulement mes pièces de théâtre, mais aussi toute manifestation culturelle, même les danses, même les chansons, c'était interdit à un moment donné. Alors, comment j'ai pu contourner la censure? C'est justement ce que j'ai dit. J'ai recouru au procédé de la transposition littéraire. Donc, je me suis imaginé des gens, évidemment, qui quittent la Guinée, qui fuient la Guinée pour le Sénégal. Au lieu de fuir le Rwanda pour le Burundi, je les fais fuir la Guinée pour le Sénégal. Et voilà. Et donc, et puis, je les fais venir. Quand je parlais du combat pour la libération, ces jeunes Américains quittent Harlem, donc à New York, et ils vont à Accra. Donc c'est quitter Bujumbura, c'est quitter Kampala, c'est quitter Kinshasa, quitter Goma. Partout les Rwandais se sont installés. C'est ça, par tous les pays de la diaspora. Et ça s'est passé comme ça. Vous savez que maintenant au Rwanda, les gens qui sont au Rwanda maintenant, ils sont venus de tous ces pays d'asile. Et vous savez que le FPR est né en exil. Oui, bien sûr. Alors, et les enfants, les jeunes se sont mobilisés pour combattre justement les armes à la main, parce que c'était le seul moyen. Vous savez que le régime avait refusé tout retour pacifique. Ils ne voulaient jamais que les Rwandais rentrent dans leur pays. Ils disaient que le pays était petit, qu'il était comme un verre d'eau plein, comme un œuf. Donc, il n'y avait pas d'espace. Oui. Alors, le seul moyen qui restait, c'était le combat armé. Oui. Et Dieu merci, ces enfants ont sacrifié leur vie pour la bonne cause et ils ont réussi à regagner dans leur pays. Et maintenant, ils sont là, ils bâtissent le pays, ils construisent un Rwanda nouveau. Oui, donc vous étiez dans ce domaine culturel. Comment d'autres groupes parvenaient justement à contrôler cette censure? C'était difficile. Vous avez pu recourir à... Mais c'était difficile, par exemple, de contourner la censure à travers la chanson. Si bien qu'on n'a pas chanté tout simplement, on n'a pas dansé. On a attendu. Voilà, que la situation s'améliore. Mais quand on nous a censurés, pour la dernière fois, évidemment, le front avait déjà commencé. Le front patriotique, je veux dire, le combat armé. Et là, je me rappelle que les gens qui faisaient partie de ces groupes culturels, donc qui dansaient, qui chantaient, ils sont allés au maquis et donc ils ont constitué une autre troupe qui s'appelle, je pense, Indahemuka, et ils ont continué à chanter pour mobiliser, pour autre chose, quoi, pour lever des fonds, etc. Tous les artistes qui sont partis au front, c'était pour ça. Donc, voilà. Ils n'ont pas pu contrôler la censure, mais ils se sont produits ailleurs. Oui, voilà, bien sûr. Où c'était possible. Quel était votre sentiment à ce moment, donc, d'avoir des conditions qui... on était meurtris, on était vraiment... Vous savez, quand vous produisez une œuvre d'art et puis on ne vous permet pas de la montrer, on est frustré, on est vraiment abattu. Je me rappelle ce jour-là, quand on a censuré Les Enfants du Soleil, j'avais déjà vendu les tickets. Et j'avais déjà préparé le décor à l'Odéon Palace. Et les gens avaient déjà acheté les tickets. Et le matin, on m'a dit que je ne pouvais pas faire jouer la pièce. Et j'ai dû aller à la radio pour dire aux gens de retourner là où ils avaient acheté les tickets pour qu'ils soient remboursés. Et je ne peux pas dire ce que j'ai perdu. Comme argent. Où ça se comprend. Oui, donc, comme énergie, comme ce que nous avons eu comme frustration. Mais comme nous sommes un peuple très résilient, on ne s'est pas découragé. Et voilà, c'est pourquoi j'ai imaginé un moyen de contourner la censure en faisant la transposition littéraire. Voilà, et j'ai pu faire jouer quand même La Traversée du désert, Édouard Marca. Voilà. Et à un certain Mais moment... entre-temps, le ministre, on avait changé. Oui. On avait fait un remaniement et il y avait un ministre qui n'était pas virulent,
Et d'autant plus que nous voyons vraiment aucun danger dans ce que nous faisions. Sinon que réhabilitation de notre culture. Oui. Est-ce qu'à un certain moment, vous n'aurez pas pensé donc il faut abandonner, qu'il faut emprunter d'autres voies pour et abandonner justement ce volet culturel? Non, j'ai jamais abandonné. Non, je suis résilient. Donc, oui, on m'a censuré, on a frustré mes artistes, mes acteurs qui étaient de jeunes étudiants, des jeunes élèves du lycée de l'Amitié, donc l'ancien collège Saint-Albert. Mais on ne s'est pas découragé. Et d'ailleurs, ça les a motivés de plus parce que parmi ces acteurs, il y en a qui sont allés pour la plupart au front et il y en a qui sont morts au front. Oui, nous avons toujours une pensée pour eux. Et si j'ai toujours, c'est par mémoire, c'est pas de mémoire, je leur sais infiniment gré, mais il y a d'autres qui ont survécu et qui ont libéré leur patrie et je les vois et on se côtoie quand je suis au Rwanda. Et ça me fait plaisir. Oui, les raisons qui vous ont poussé justement à avoir cette inspiration existent aujourd'hui ailleurs, pas pour vous-même ou au Rwandais, mais aux Congolais aujourd'hui qui subissent aussi les mêmes atrocités de ce moment. Oui. Est-ce que vous pensez aussi produire pour aussi plaider pour ces gens de la RDC ou d'ailleurs de la région? Mais ce que j'ai écrit, ça ne vaut pas seulement pour le Rwanda, ça vaut aussi. Quand on écrit, vous savez, je vous ai dit, il y a un poète qui s'appelle Victor Hugo. Il dit, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Je peux dire la même chose pour mes œuvres. C'est vrai, j'ai écrit principalement pour le Rwanda, donc j'ai parlé de mon histoire. Mais les gens qui ont vécu ou qui vivent dans la même situation se reconnaissent dans mes œuvres aussi, qu'ils soient burundais ou qu'ils soient congolais. Oui. Donc je veux dire, par exemple, ces gens-là qui sont en train d'être persécutés pour être nés Tutsi, par exemple. Ces gens-là, sûrement qu'ils vont se retrouver dans mes pièces ou dans mes écrits. Oui. Et donc, une œuvre d'art, ça ne sert pas seulement celui qui l'a écrite. Ça sert aussi à quelqu'un qui la lit ou qui s'y retrouve, qu'il soit étranger ou national. Voilà. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie pour que demain, les jeunes générations aussi s'impliquent pour développer la littérature bon, écoutez, on fait des cafés littéraires. J'incite toujours les jeunes à lire surtout. Parce qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Moi, je suis professeur. J'ai toujours été professeur. Donc, je faisais lire des livres par mes élèves. Et il y en a qui ont pris le goût et qui écrivent aussi, qui sont devenus des écrivains et des dramaturges comme moi. Donc, quand je fais des cafés littéraires, quand je présente mes œuvres, il y a des gens qui viennent. Et donc, ils suivront l'exemple. Donc, parce qu'il faut des relais. Donc, il faut qu'il y ait d'autres Rurangwa, si je peux dire ainsi. Oui, il y en aura parce que les jeunes aiment... ils aiment la littérature, ils aiment ce que je fais et je pense qu'ils vont faire la même chose. Oui, d'accord. Il y aura une continuité. D'accord. Récemment, vous avez été à Dakar pour présenter une nouvelle œuvre. Je suis là, mais c'est toi debout. Oui, nous sommes allés à Dakar au mois de mai. Donc, nous l'avons joué, cette pièce, au Théâtre National Daniel Solano. C'est un grand théâtre emblématique, historique. Donc, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Et nous avons eu l'occasion, évidemment, de visiter le Sénégal. C'est un pays culturellement riche. Nous sommes allés à Lidogoré pour voir ce qu'on appelle la porte du non-retour, là où les esclaves, d'où les esclaves partaient. Quand on franchissait cette porte-là, on ne revenait pas. On appelle ça la porte du non-retour. On l'a vu. Je l'entendais à travers la littérature, mais je l'ai vu de mes propres yeux. C'était un plaisir. Donc, les Sénégalais ont aimé beaucoup la pièce. Et ils voudraient même que nous retournions pour la rejouer dans beaucoup d'universités. Et nous comptons le faire dès que nous aurons les possibilités. Donc, nous avons joué Suite et Larmes et les autorités du Sénégal ont exprimé, ont avoué que vraiment ils ont compris le génocide des Tutsis du Rwanda à travers cette pièce qui se joue pendant 1h30. Mais où sont traités tous les thèmes relatifs à ce drame inouï. Voilà, donc ils ont exprimé le désir de nous revoir l'année prochaine et nous comptons y retourner, aller dans plusieurs villes pour justement faire connaître ce qui s'est passé,
Parce qu'il y a des gens qui ignorent ou qui méconnaissent, ou qui connaissent très peu de choses sur le génocide des Tutsis. Donc la pièce, Essuie tes larmes et tiens-toi debout, et a pour mission évidemment de faire connaître, non seulement c'est un hommage aux disparus, mais aussi c'est une façon de faire connaître à travers le monde entier ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus, ni au Rwanda, ni ailleurs, mais aussi c'est pour prévenir, c'est ça. Donc, hommage aux disparus, transmission intergénérationnelle, mais aussi prévention. Ça, c'est l'objectif principal que nous voulons atteindre à travers la pièce, le spectacle dit total, parce qu'il est composé de poésie, de théâtre, de chansons, de monologues. Et Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Voilà. Et nous comptons le présenter partout dans le monde et dans plusieurs langues. Ouais. Et sans doute avec quelques défis de financement. Mais c'est ça le problème, voilà. Nous avons eu la chance d'avoir des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont acheté des tickets, et le Sénégal qui nous a accueillis, qui nous a payé l'hôtel. Surtout que c'est un travail qui demande quand même une équipe consistante. Pardon? Surtout que ça demande que c'est un travail d'une équipe. Oui, absolument. On est 15. Donc, trouver des billets pour 15 personnes, c'est pas facile. Donc, nous espérons, avec la grâce de Dieu, que nous aurons encore des possibilités d'aller nous produire ailleurs. Parce que notre objectif, justement, c'est d'informer le monde de ce qui s'est passé. Parce que le génocide, c'est pas un drame rwandais seulement, c'est un drame humain. Ouais. Donc, le monde entier a besoin de connaître ce qui s'est passé pour que, justement, il travaille en sorte qu'il n'y ait plus de génocide, ni au Rwanda, ni ailleurs. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage, M. Jean-Marie Vianney Rulangwa. Merci beaucoup pour répondre à notre invitation. Je vous remercie aussi. Merci également à tous nos téléspectateurs. Je remercie également à Nourou, qui nous assiste toujours au cabinet technique. Elle verrait basicamente à la présentation. À la prochaine.